et bienvenue dans cette... Ah, un petit peu d'anglais pour pimenter l'affaire. Donc, on m'a chargé de vous présenter donc, une petite histoire de la création du centre acoustique jusqu'à nos jours. Et après, Marie-Annick et Christophe vous parleront des activités plus, disons, actuelles et futures. Donc, avec quelques illustrations que j'ai essayé de trouver de ci, de là. Elles ne sont pas toutes d'époque, mais certaines sont d'époque, donc vous verrez ça. Donc l'histoire commence à peu près il y a un peu plus de 50 ans avec l'arrivée de Geneviève Contebello à l'école. Donc Geneviève avait pour ambition de créer une recherche dans un secteur nouveau qui était donc le bruit des écoulements. Elle était spécialiste de turbulence, comme chacun sait, mais elle s'intéressait donc à quelque chose qui n'existait pas vraiment en France à l'époque, donc l'aéroacoustique. Et donc, pour faire de l'aéroacoustique, il faut une installation expérimentale. Cette installation expérimentale, toujours constituée de la même façon, une soufflerie et une chambre anéchoïque pour éviter donc toutes les pollutions donc, dues aux réflexions sonores sur les murs et recréer l'espace libre. Donc, cette première installation, elle s'est faite au tout début des années 70 dans un sous-sol du bâtiment qu'à l'époque on appelait De Mécanique, actuellement le bâtiment E6, et cette installation s'est créée autour des années 70 à 72 à peu près. Donc ici, vous avez un plan de l'installation, et pour ceux qui sont familiers, on peut dire que pas grand-chose a changé dans la structure de ce sous-sol, qui existe toujours, qui est essentiellement consacré à l'enseignement, mais aussi donc, à des petites recherches préparatoires. Donc avec une soufflerie, qui est d'origine, avec ces ventilateurs ici, et une chambre sourde de dimension on va dire, moyenne, quelques 4 mètres par 4 mètres par 4 mètres. Également des chambres réverbérantes, donc utilisées essentiellement pour l'enseignement. Donc ce premier travail a été fait en particulier donc, sous l'impulsion de Geneviève, bien sûr, mais aussi avec Michel Sugnac, on en a déjà parlé tout à l'heure, qui a été un des piliers fondateurs de l'acoustique à l'école. Donc ici, il y a deux photos d'époque. Ici, donc, lors de la mise en test de cette chambre sourde, je pense que c'est mon ami Henri Arbet qui est vu ici de dos. Je n'en suis pas complètement certain, mais j'espère qu'il soit là aujourd'hui, mais il a eu quelques petits problèmes de santé qui l'empêchent d'être là. Et ici, on reconnaît Michel Sugnac dans une position qu'il affectionnait, toujours très acrobatique, en train d'installer donc la partie soufflerie à l'intérieur de cette chambre sourde. Alors, quels sont les premiers termes de recherche cette première installation était destinée à l'étude du bruit, ce qu'on appelle les profils d'ailes, les profils de turomachine, en lien avec un contrat qui avait été obtenu par Geneviève via EDF à l'époque. Donc, le premier travail a été réalisé par Henri Arbet, donc, et sa thèse a été soutenue en 1975, donc il y a quelques années, et s'intéressait donc justement au problème de ces profils d'ailes placés dans les écoulements. Donc toujours cette action entre l'écoulement et le bruit émis. Alors dans la suite, j'ai essayé de focaliser sur les thèses, donc, comme point de repère des différentes actions, en essayant de trouver les thèses, on va dire, historiques, les premiers travaux sur un domaine, ici donc le travail d'Henri, et puis les prolongements actuels. Parce que l'une des caractéristiques, je crois, qu'on verra tout au fil des présentations, c'est qu'il y a une continuité dans le changement. Et donc là, j'ai cité une thèse qui a été soutenue cette année dans le cadre d'un network Marie Curie, et qui s'intéresse toujours au bruit des profils d'ailes qu'il faut toujours essayer de réduire. Deuxième travail, c'était le mien. Donc, photo d'époque. Hein, donc, je me suis mis aussi en scène. Hein, donc, il n'y a pas de raison que seuls les autres soient un peu, disons, amusants. Donc, elles sont d'époque. Hein, celle-ci date effectivement de 75, celle-ci de 78, donc lorsque j'ai soutenu ma thèse, qui était sur le bruit de jet, qui était notre deuxième thème de recherche, qui s'est développé à partir de 75 dans cette installation. Alors, là, j'ai une photo donc, de l'installation en 78, lors de ma soutenance de thèse à peu près. Donc ici, on aperçoit le petit jet hein, que j'avais installé avec Michel Sugnac pour essayer d'étudier ce bruit
petit jet qui avait un nombre de Mach maximum de 0,4 et un diamètre d'environ 1,5 cm à 2 cm. Donc une toute petite installation, mais qui a permis de faire quelques travaux et commencer l'étude du bruit de jet. Et ici, je cite donc une thèse très récente sur ces mêmes sujets, mais dans des installations et des méthodes de mesure beaucoup plus performantes. Alors, l'instrumentation, ben voilà une instrumentation typique de l'époque, du bruit à l'équerre. On a toujours du bruit à l'équerre, mais il n'y avait évidemment pas de numérique. Et tout ça pour mesurer 2 signaux, donc essayer de faire un spectre avec ça. Donc il fallait pas mal de choses. Une installation donc très, très conséquente pour des mesures relativement simples à l'aune actuelle. Un cadre de travail qui était tout à fait spartiate, donc au sous-sol, avec à l'époque des inondations récurrentes, parce que la nappe phréatique était nettement plus élevée que ce qu'elle est actuellement. On pourrait reconnaître ici quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Philippe Lambenon, dans sa jeunesse, en train de préparer sans doute sa thèse. On a fait quelques tentatives pour essayer de rendre le sous-sol un peu plus agréable, donc avec cette photo qui était collée sur le mur du fond. Et ici, on reconnaît des premiers instruments numériques de l'époque, donc petit ordinateur très puissant, une console de visualisation et une table traçante pour arriver à tracer quelques spectres en l'occurrence. Les thèmes, bien sûr, vont s'élargir au fil des années. Donc, on va commencer par citer la propagation acoustique dans la turbulence, qui est toujours un de nos thèmes récurrents. On avait commencé avec Michel Sugnac à travailler sur ce sujet de façon très, très légère, j'allais dire, en 1976, avec une ATP du CNRS. Et donc, la première thèse vraiment sur le sujet, c'est celle de Philippe, en 81, donc s'intéressant aux aspects expérimentaux de cette propagation d'ondes sonores dans la turbulence qui simule par exemple la propagation atmosphérique, dans des conditions un peu idéalisées bien entendu. Et voilà une thèse un peu plus récente, donc toujours sur ces mêmes sujets avec des expériences à échelle du laboratoire. On verra d'autres expériences aussi qui sont faites dans des conditions un peu plus réalistes. La photo est tout petit peu après, 85 ici, donc, mais d'époque. Ici, on trouve donc Michel Roger, une quatrième thèse, on va dire, donc, puisque là, on n'est qu'à 4 thèses soutenues en 1983 sur le bruit des ventilateurs. Donc, c'est aussi une action qui avait débuté dès les années de départ, dès 73-74, avec notamment Michel Sugnac et Henri Arbet. Mais donc, la première thèse vraiment consacrée à ce sujet est donc due à Michel en 1983. Et le bruit des machines aéronautiques tournantes, c'est évidemment un sujet d'intérêt constant. Voilà un exemple, donc en 2020, sur toujours ces interactions rotor-stator et donc tout le bruit qui peut en résulter. Et on sait que c'est toujours un sujet qui va perdurer et même s'intensifier dans les années qui viennent, même si on a d'autres types d'alimentation des moteurs, il faudra toujours des hélices qui fassent avancer les avions, en plus des jets. Alors, après ces premières années, commence à venir une reconnaissance internationale. Donc, il faut du temps, évidemment, pour établir une certaine reconnaissance au niveau international. Et Geneviève a toujours été très active pour essayer de promouvoir donc, nos recherches dans ce contexte-là. Et ça passe souvent par le fait qu'on est capable d'organiser, d'avoir la capacité d'organiser des congrès internationaux. Donc, le premier de ces congrès, vous verrez qu'il y en a un certain nombre qui sont arrivés plus tard. En 1981, congrès Euromec, donc toujours sur le sujet fondamental, Acoustics of Turbulent Flows, organisé par Geneviève avec Michel Sugnac et Jean Bataille. Photo ici de Jean Bataille en 1985, un petit peu après, ici avec Harold Levin, professeur américain et grand ami du laboratoire. Incidemment, Jean Bataille et Michel Sugnac étaient mes 2 directeurs de thèse. Et ils m'ont beaucoup apporté. Alors, pas forcément sur le moment, parce que c'est souvent assez compliqué d'avoir à gérer 2 directeurs de thèse qui ont des caractères très très différents comme Michel Sugnac et comme Jean Bataille. Donc, d'un côté, Michel qui était l'intuition expérimentale, on va dire, donc quelqu'un qui avançait très vite sur des sujets. Et puis d'un autre côté, Jean Bataille qui est plutôt la rigueur et l'analyse bibliographique. Donc 2 aspects très complémentaires. Ça m'a beaucoup servi, mais sur le moment, c'était peut-être un petit peu pénible. Alors,
Euh, Bien sûr, on commençait à avoir quelques petites reconnaissances au niveau international, mais il était clair pour tout le monde que nos installations n'étaient plus au niveau. Plus haut niveau en termes de taille et en termes de vitesse. Hein. Donc les vitesses, pour l'étude du bruit de profil, c'était typiquement 40, 50, 60 mètres par seconde, donc très très loin de la réalité pratique. Les sections étaient petites aussi, donc les nombres de Reynolds n'étaient pas forcément tout à fait adaptés. Donc il était nécessaire de passer à une étape supplémentaire. Mais qui dit étape supplémentaire et grande installation dit évidemment recherche de moyens. Donc Geneviève avait depuis longtemps cette idée. Elle a longuement travaillé pour développer cette recherche de financement, notamment. Dès 1978, elle avait lancé l'idée de créer un institut d'acoustique du Sud-Est, avec une sorte de préparation de ce que viendront plus tard les LABEX, qui, compte tenu des complexités de la recherche française, s'est transformé en groupe de recherche coordonné du CNRS, dans lequel on trouvait des laboratoires de Grenoble en traitement de signal, de l'ICPI qui est maintenant CPE aussi en traitement de signal, nos amis marseillais en acoustique surtout vibratoire et du LVA de l'INSA également dans l'acoustique vibratoire, vibroacoustique. Tout ceci a conduit en 1980 aussi à créer un DEA triple saut, donc c'est l'ancêtre du maintenant Master international d'acoustique, donc qui date de maintenant 40 ans. Alors, la création du centre acoustique, donc on a parlé des dates qui étaient un petit peu incertaines. Pourquoi 35 ans? Pourquoi bon, il fallait choisir une date qui soit ronde. J'avoue que c'est moi qui ai choisi 35 parce que ça faisait en 2020, c'était normalement là qu'on aurait dû faire cette cérémonie, était l'anniversaire de l'inauguration officielle du centre acoustique. On y reviendra juste dans le transparent qui suit. Mais en fait, dès 80, on a eu le financement complexe, hein, avec l'État, la région, le CNRS, l'école centrale, bien sûr, ce qu'on appelait la DRET à l'époque, la DGA, et puis la société qui était liée au laboratoire, donc historique, la société Métroflot. Marché passé début 81, donc on peut dire qu'on est à 40 ans de la création du centre acoustique, si on préfère. Et en à peu près un an, le gros œuvre était terminé et la mise en service, on va dire, pour les essais acoustiques proprement dit, a commencé autour de 83. Et Michel Sugnac a été aussi très instrumental dans la définition de cette soufflerie. Donc on a tous travaillé un petit peu dessus, mais c'était vraiment la personne qui s'est occupée le plus de la définition précise de la soufflerie. Si on voit le plan de l'époque, et ce plan de l'époque n'a pas non plus énormément changé, même si tout a changé à l'intérieur, avec un système donc, de ventilation-compression ici, une chambre sourde de grande dimension, à peu près 10 mètres par 8 par 8, et à l'époque était déjà prévu une espèce de coflow, d'écoulement secondaire qui était censé réduire en partie le bruit du jet principal. Bon, en pratique, ça n'a jamais été utilisé, mais c'était prévu au départ. Donc là, la vitesse avait franchi une étape, on était à peu près à Mach 0,5, à 160 mètres par seconde, dans une section plus importante. Et c'était là aussi destiné initialement à l'étude du bruit des profils d'aile. Toujours un peu le même sujet, même si on verra que les premiers travaux n'ont pas du tout porté forcément sur ce sujet. On a des idées et puis après on s'adapte en fonction des circonstances. Donc l'inauguration, je viens d'en parler, juillet 1985. Et ça a été fait à l'occasion d'un grand symposium UTAM, donc Aero and Hydroacoustics, organisé par Geneviève Combello et un très grand ami du laboratoire, professeur Sean Fox Williams de Cambridge. 150 participants, 14 pays, et surtout tout le gratin mondial était présent. Pour ceux qui connaissent l'aéroacoustique, ils reconnaîtront ici quelques noms évidemment très, très célèbres comme David Crichton, Alan Powell, J.R. Dean, Willy Meuring, et d'autres qui sont devenus après célèbres comme Sébastien Candel, Anne Dowling ou Patrick Huer. Donc ici, bien sûr, l'organisatrice en chef, Geneviève, et une photo un petit peu dans laquelle on reconnaît les Sean Fox Williams ici, et puis le recteur niveau, donc la photo officielle de l'inauguration. On a aussi une photo un peu moins officielle, mais dans laquelle on trouve quelques
personnes qui se sont notamment intéressées à l'organisation pratique, ici des doctorants de l'époque, dont Guy Biou, il me semble, ici, hein. Et Edmond Benarros, ici, mon ami Mohamed Sidki, qui aurait pu venir aujourd'hui, mais qui n'a pas pu se déplacer finalement, et peut-être bien Julian Scott à l'arrière, ici, hein, pas forcément reconnaissable pour tout le monde, et notre secrétaire de l'époque, Françoise Maupin. Photo de groupe devant le bâtiment de l'école centrale, là-bas, sur les marches. On peut s'amuser à essayer d'identifier un maximum de personnes sur cette photo. Il est possible de l'avoir, je pense, sur le site du centre acoustique. Et ici, vous avez un petit QR code dans lequel vous pouvez télécharger les noms des personnes qu'on a pu identifier, hein, avec leur localisation sur cette magnifique image. Donc on reconnaît bien sûr Geneviève et Sean Fox-Williams, Michel Sugnac, Gilles Robert, dont j'ai beaucoup utilisé les photos pour faire cette présentation, et puis un certain nombre d'autres personnes, locales ou pas locales. Personnellement, on ne me voit pas parce que je suis là. La photo a été prise au mauvais moment où j'ai tourné la tête bêtement, et je suis caché derrière cette personne. Alors, qui dit congrès dit évidemment présentation scientifique, mais dit aussi, et c'est très important, je pense, pour tout le monde, et spécialement pour nous, convivialité. Donc, les congrès, on sait très bien que ce qui est important, c'est pas seulement d'écouter les présentations, ce qu'on fait en visio, mais on sait très bien que c'est pas du tout efficace, hein. D'une part parce qu'on fait autre chose en même temps qu'on regarde les vidéos, et puis d'autre part parce qu'on n'a pas ce contact avec les personnes qui est capital. Et pour faciliter ce contact, rien de tel qu'un bon congrès associé à un bon banquet. Donc ici, vous voyez, une photo, on reconnaît le classique, la classique abbaye de Collonges, et voilà ce que ça coûtait à l'époque, hein, 390 francs par personne pour 180 personnes à peu près. En euros actuels, pardon, c'est pas très élevé. Je pense que les prix ont pas mal augmenté là, parce que là, j'ai fait un petit calcul et ça correspondrait à peu près à 120 € seulement, hein, ce qui pour beaucoup est absolument anormal, disons. Alors, la chambre en 84, voilà à quoi elle ressemblait, donc toute neuve, hein, toute propre. Et les deux premiers travaux qui ont été associés à cette création sont consacrés à des sujets qui n'étaient pas vraiment le bruit de profil, en tout cas pas directement. Donc le premier travail, c'est Gilles Robert, qui a soutenu une thèse sur la vibroacoustique excitée par l'excitation des écoulements par des parois, pardon, par les écoulements. Voilà une photo de Gilles lors de sa présentation, dans une pose où il essaye de convaincre le public de la qualité de ce qu'il avait fait, qui est une thèse qui est toujours citée largement. Et puis la deuxième thèse soutenue, donc celle de Philippe Dufour, qui maintenant a pris des responsabilités très importantes à la centrale Supélec, et donc sur des problèmes de propagation à travers les couches limites, hein, pour des aspects de localisation de source, qui est quelque chose de toujours très actuel. Alors la deuxième photo est un peu moins académique que la première. Là, voilà. Alors là, on reconnaît peut-être Philippe Dufour, hein, avec quelques acolytes, donc Henri Arbet, dans une posture moins académique que d'habitude, Michel Roger, et ici quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas forcément, mais un futur directeur de laboratoire, c'est Michel Nance. Donc, certains ont eu de la peine à le reconnaître, hein, donc c'est lui qui m'a fourni la photo, donc j'ai le droit de la montrer, il n'y a pas de souci. Et ici, un professeur, pas un professeur, mais un chercheur américain que tous les aéroacousticiens connaissent, c'est Roy Amiet. Donc la théorie d'Amiet, c'est quelque chose qui est récurrent depuis les années 70. Alors les installations, on dit qu'elles ne changeaient pas globalement, c'est-à-dire le bâtiment n'a pas beaucoup changé, hein. La géométrie générale n'a pas beaucoup changé, mais on a toujours essayé d'améliorer constamment les performances de ces installations. Donc une des modifications importantes qu'on a faites, c'est d'aller plus vite, parce que cette installation était très bien pour le bruit de profil, le bruit de cavité, des choses comme ça, mais pas du tout adapté au bruit de jet, on n'allait pas encore assez vite, donc en s'orientant vers les écoulements supersoniques dans le cadre d'une relation qui était associée au bruit des lanceurs spatiaux au décollage. Donc ça peut paraître bizarre qu'on s'intéresse au bruit des lanceurs spatiaux au décollage, mais il faut savoir que le bruit de ces lanceurs spatiaux au moment du décollage et dans les premiers mètres
est si intense que par réflexion essentiellement sur le pas de tir, ça peut venir exciter la coiffe et détruire éventuellement la charge utile, en tout cas l'abîmer. Donc il fallait travailler sur la réduction de ces aspects ou la compréhension de ce bruit dans le cadre d'une collaboration avec le CNES, l'ONIRA et à l'époque l'aérospatiale. Donc deux thèses notamment ont été soutenues sur le problème d'injection d'eau. Si vous regardez les lanceurs spatiaux, les phases de lancement notamment d'Ariane et des lanceurs américains, peut-être avant SpaceX, vous aviez souvent donc une injection massive d'eau. On voit une espèce de brouillard qui se forme au moment des premières secondes, avant même l'allumage. Et cette injection d'eau a pour but de réduire la température, la vitesse et donc le bruit qui est émis. Donc ici, voilà une photo donc, de la thèse associée à Éric Zoppellari, qui est ici présent, où on essaie de récupérer quand même un petit peu d'eau avec cette bâche pour éviter d'abîmer complètement la laine de verre par cette pluie qui était très, très importante. Parce qu'il faut savoir qu'on injecte en réalité plusieurs fois le débit massique des jets en eau. Donc il faut des châteaux d'eau entiers pour faire cette injection sur le site, sur le pas de tir d'Ariane. On a aussi travaillé sur des modifications de la façon de générer les écoulements. Parce que les écoulements internes font du bruit, mais on ne peut pas le voir facilement, ce bruit, parce qu'il y a des parois. Donc l'idée, c'était de créer une espèce de système qui serait guide d'écoulement, qui permettrait à l'écoulement d'être quasiment guidé comme s'il y avait des parois solides, mais qui soit transparent aux ondes acoustiques. Une espèce de guide d'onde, guide d'écoulement transparent. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a pas mal travaillé, pas eu que des succès, mais actuellement, il faut savoir que beaucoup de souffleries utilisent quelque chose qui ressemble à ça, avec des parois en Kevlar, donc c'est très à la mode pour essayer donc de s'affranchir de ces problèmes de réflexion en parois. Alors tout ne se passe pas dans les souffleries quand même, hein. Donc on a d'autres installations, vous en verrez aussi cet après-midi pour ceux qui feront les visites, mais puis Marie-Annick en parlera également. Et donc notamment l'un des thèmes importants sur lequel l'équipe a été connue et continue à être connue, c'est le contrôle actif du bruit, qu'on appelle souvent l'anti-bruit, les absorbants actifs, plus intéressants, et le contrôle d'écoulement. Donc quelque chose qui a été initié aussi par Michel Sugnac et avec les contributions notamment de Marie-Annick Galland et de Guy Billou. Première thèse en 87 avec Marie-Annick sur les champs acoustiques en espace semi-ouvert ou semi-fermé, comme vous voulez, application de l'absorption acoustique active. Une thèse de sa soutenance, où on voit le matériel de l'époque, le magnifique rétroprojecteur et les dessins, donc peut-être d'un conduit, je ne sais pas, on dirait, avec un haut-parleur quelque part ici. Et en même temps, bien sûr, on ne peut pas aller sans l'arrosage qui suit, traditionnel. Surtout que ici, Marie-Annick est en train de servir religieusement un Bourgogne de la propriété familiale, une Bourgogne de très haute qualité de sa propriété familiale, et il y avait même des bouteilles de son année de naissance. Donc, c'est vous dire qu'il fallait faire ça avec un certain cérémonial, on va dire. On pourrait reconnaître ici deux autres personnes, hormis Marie-Annick, c'est encore Philippe, toujours là, toujours dans les bons coups, et puis ici, Marc Jacob, dont on parlera un petit peu après. Et puis Guy Billou, donc l'année suivante, dans une activité antérieure de spécialiste de l'audio, ici, donc, sur les problèmes de filtrage numérique. J'ai cité ici une thèse sur très récente, dirigée par Thomas Castelin, sur du contrôle actif, mais du contrôle actif d'écoulement. J'en ai pas parlé ici dans ces exemples-là, mais ça a été une de nos activités. Ici, contrôle de sillage pour essayer de réduire la traînée d'un poids lourd, donc avec RVI. Ça ne s'appelle plus RVI. Alors d'autres activités, je parlais de Marc Jacob tout à l'heure, le voilà ici. On travaillait beaucoup, c'est une constante du laboratoire. Notre équipe s'est travaillé beaucoup en relation avec les industriels. Donc ici c'est un fenestron. Donc fenestron c'est la forme carénée donc du rotor arrière des hélicoptères, d'Airbus hélicoptères actuellement. Donc c'est toujours quelque chose qui a été mis en avant. Et donc on a travaillé, donc en l'occurrence c'était Marc Jacob, sur ces phénomènes de diffraction associés donc au bruit généré par le rotor arrière
et comment il est modifié, ce bruit, par la présence de ce carénage. Donc 1991. Un sujet plus exotique, comment faire du froid avec des ondes acoustiques, qui n'est pas forcément évident, des ondes acoustiques très intenses qui permettent de créer dans des volumes confinés une diminution de température, donc ce qu'on appelle la réfrigération thermoacoustique, qui est toujours un sujet à l'ordre du jour, et qui a été utilisé notamment sur les navettes spatiales américaines pour réaliser quelque chose où il n'y a pas de gaz. Hein, donc c'est quelque chose qui se fait sans gaz fréon ou autre, hein, gaz donc utilisé dans la réfrigération classique, avec un gaz ordinaire, pas tout à fait ordinaire, c'est un mélange d'hélium, d'argon, des choses comme ça, mais qui ne présente aucun risque. Un sujet qui est aussi très important et qui continue largement à nous occuper, c'est le fait que l'acoustique, c'est bien sûr de la physique, mais c'est aussi quelque chose qui est lié intrinsèquement à l'homme et aux animaux. Donc c'est quelque chose qui a une connotation sociétale très importante, et c'est souvent aussi un des objectifs de nos recherches de réduire les nuisances sonores, même si c'est de façon indirecte. Donc ici, j'ai cité la thèse de Jean-Christophe Béra sur les problèmes d'audition, hein, donc avec la modélisation cochléaire et les mesures. Mais l'acoustique, c'est aussi quelque chose qui est utilisé pour faire de la thérapie, et notamment, donc on connaît assez souvent les problèmes de lithotripsie, donc les problèmes d'utilisation d'ondes de choc pour, par exemple, casser les calculs rénaux, c'est quelque chose qui est relativement bien connu. Mais on sait peut-être moins que l'acoustique peut être aussi utilisée pour faire de la transfection cellulaire, c'est-à-dire permettre d'aider au transfert des drogues à l'intérieur d'une cellule via donc un champ acoustique ultrasonore bien choisi. Donc c'était en particulier l'objet de cette thèse-là, un aspect plus fondamental, mais dans l'application, c'est similaire. On fait aussi des campagnes en dehors du centre acoustique. Hein, donc on est actif dans pas mal de projets, notamment projets européens par exemple, ou grands projets nationaux. J'en ai cité deux. Mesures embarquées sur le TGV à 300 km/h avec une sonde locale qui était ici sur la paroi du TGV, hein, en liaison avec la SNCF et Alstom, avec aussi la Deutsche Bahn. Ici, on reconnaîtra un thésard, enfin qui était plus thésard à l'époque, Jean-Yves Gherder, et puis Alain Louiseau, qui est aussi parmi nous un ingénieur très important dans cette période-là. Et ici, plus récemment, donc des essais faits dans la grande soufflerie pour l'automobile, aéroacoustique, donc à Saint-Cyr-les-Côtes, avec une maquette échelle 1 d'une partie de Falcon. Ici, on reconnaît Pascal Souchotte, dans laquelle on a fait des mesures pour essayer de comprendre l'excitation de structures par les écoulements. Ici, un panneau, par exemple, sur lequel on va regarder comment se fait l'excitation par l'écoulement, les couches limites, comment ça met en vibration la paroi et comment ça se transmet à l'intérieur, ou aussi sur la partie cockpit. À côté de ces thèses expérimentales, évidemment, il y a aussi beaucoup de choses qui se sont faites en numérique. Alors, ce n'est pas venu tout de suite, hein, mais les premières thèses ont été faites en 1987 avec Xavier Christol, un personnage, comme vous pouvez le voir ici, hein, donc, aussi en action avec une bouteille de champagne, bien sûr. Ici, on reconnaît bon, Geneviève, bien sûr, Michel Sugnac, moi-même, et puis Bernard Guay, parce qu'on a eu aussi des collaborateurs extérieurs, un spécialiste du numérique du LMFA, qui a contribué à au moins 2 thèses, à co-diriger au moins 2 thèses. C'était le début, avec des méthodes très inspirées de ce qu'on savait faire expérimentalement, des méthodes par transfert de Fourier, et qui maintenant se sont transformées en des méthodes temporelles avec des systèmes haute résolution, donc avec la thèse de Didier, par exemple, Dragna, ou celle plus récente de Mattia Confort. Mais le grand changement, en dehors de ces aspects-là, ça a été le changement fondamental, j'allais dire, c'est le passage à l'aéroacoustique numérique. On savait faire des choses en propa, on savait faire des choses expérimentales en aéroacoustique, mais on ne savait pas vraiment simuler numériquement. On avait des modélisations, bien sûr, mais des simulations directes, on ne savait pas faire. Il a fallu attendre, en gros, le début et le milieu des années 90 pour que ça commence à se développer. Donc les débuts étaient très modestes. Un cube de turbulence, donc quelque chose de très idéalisé, avec la thèse d'Alicia Witkowska. Bon, j'ai malheureusement que cette photo de profil que j'ai pu trouver, un profil de 3/4 arrière, qui est maintenant prof
dans un lycée, qui est quelqu'un d'extrêmement doué. Mais le grand changement, ça a été l'arrivée de Christophe Bailly. On a pu avoir la chance de le recruter comme maître de conférence. Le voilà en 94. On a pu le recruter en 95 sur un poste de maître de conférence, non sans mal. Il n'y a pas qu'on était très soutenu par le directeur du laboratoire à l'époque, mais on est arrivé à le faire entrer, et je crois que tout le monde doit s'en réjouir, même ceux qui n'étaient pas forcément tout à fait sur cette ligne au départ. Donc le grand changement, c'est la possibilité de faire des simulations numériques de la mécanique des fluides jusqu'à l'acoustique en une seule et même passe. Donc ici, une petite illustration, c'est 3D, mais là on a juste une coupe, on voit l'écoulement et en même temps le bruit, les ondes qui partent de cet écoulement. Je pense que Christophe Boger, qui est à l'origine de ce travail-là, vous en fera part tout à l'heure. Ici, avec son acolyte, quelqu'un de très, très intéressant aussi, Xavier Glorfeld, actuellement professeur à Paris à l'ENSA. Ça a donné lieu à un développement vraiment extrêmement important qui fait que le labo est extrêmement reconnu aussi pour ses qualités en simulation numérique. Là, j'ai pris des exemples, pourquoi pas de supersonique, même si c'est pas un avion supersonique, mais c'est au moins un jet supersonique. Donc toujours parce qu'on travaillait, et encore récemment, avec le CNES et l'aérospatiale sur le bruit des lanceurs. Et le bruit des lanceurs, c'est des jets très rapides, très chauds, Mach 3 par exemple. Et donc on essayait de faire cette simulation. Enfin, c'est Christophe Boger et ses collègues qui ont fait ça, donc Nicolas de Cacré et Mathieu Varé plus récemment. Ici un jet libre, on voit les cellules de choc et puis les ondes acoustiques qui s'en vont. Et ici un jet interagissant avec une plaque trouée, parce que sur un pas de tir, il faut évacuer les gaz qui sortent du jet. Pour ça, on a ce qu'on appelle des carnaux, qui essayent de récupérer tant bien que mal les gaz qui sortent et ensuite de les expulser à quelques centaines de mètres, avec de l'injection d'eau pour réduire la température et le bruit. Et ici, donc, on a eu un jet qui vient impacter partiellement une plaque trouée, donc simulant cet effet de carnot, pour le pas de tir normalement d'Ariane 6. Alors, il y a la recherche, mais la recherche, c'est souvent des collaborations. Donc, beaucoup de collaborations, ça a toujours été la marque de Geneviève, mais c'est aussi devenu la nôtre au fil du temps. Je dirais le fait le plus marquant de ces dernières années, c'est la création d'un laboratoire d'excellence. Vous avez entendu parler de ces laboratoires d'excellence, créés en 2011 pour les premiers. Et donc, on a fait partie de la première vague, et c'est le seul de ces laboratoires d'excellence qui est entièrement consacré à l'acoustique. Il y a d'autres l'ABEX dans lequel il y a une partie acoustique, mais le seul où il n'y ait que de l'acoustique, acoustique aéronautique, acoustique vibratoire, acoustique ce que vous voulez, effet sur l'homme, c'est de l'ABEX CELIA, donc créé en 2011 et qui a été prolongé jusqu'en 2024. Donc 10 équipes de recherche sur Lyon-Saint-Étienne actuellement, pas loin d'une centaine de permanents, entre 80 et 100 permanents, ça dépend qui on compte exactement dans les permanents, sur les sources, donc la physique, mais aussi tout ce qui est l'effet sur l'homme, et même la bioacoustique. L'effet sur l'homme, c'est aussi les nuisances, c'est aussi la perception, mais c'est aussi, comme on l'a vu, le traitement médical, par exemple, des ultrasons. À la suite de Slavex, on a créé aussi ce qu'on appelle maintenant un IRP, International Research Project, c'est un programme, pardon. Donc, normalement, ça s'appelait ça LIA, Laboratoire International Associé, mais c'est passé en anglais. Donc, qui est le centre acoustique Jacques Cartier, entre Lyon, qui est pilote, c'est Christophe Boger qui est le directeur actuel, avec nos amis du Mans et l'Université de Sherbrooke, au Canada. On a obtenu aussi quelque chose de très important, 2 chaires industrielles de l'ANR en liaison avec Safran. Adopsis, 4 ans, donc piloté par Stéphane Moreau, à Sherbrooke, et ARENA, piloté par Christophe Bailly, donc qui se termine normalement en 2023. À l'aide de ces chaires et de ce LABEX, entre autres, et puis d'autres financements, on a parlé du CPER tout à l'heure, on a pu consacrer suffisamment de moyens pour rénover complètement nos installations, à la fois sur le plan des machines et sur le plan de la chambre sourde. Vous avez ici une photo de la chambre sourde actuelle, on vous en parlera un petit peu après. Il y a aussi d'autres équipements très importants sur le site de l'école, dont l'équipex phare, dont il sera question un petit peu après et qui sera possible de visiter cet après-midi. Tradition, toujours l'organisation de congrès. Je pense que c'est quelque chose de très important, d'être capable d'organiser ces grands congrès, de faire venir à Lyon, souvent sur le site de l'école,
des grands spécialistes de tous les pays. Hein. Donc, j'en ai cité quelques-uns parmi les plus importants, donc Flow Acoustics, donc toujours l'aéroacoustique, mais aussi sur des sujets de propagation, 3 fois ce qu'on appelle le Long Range Sound Propagation Symposium, un congrès d'acoustique non linéaire, très important aussi, ISNA, en 2015, et cette photo-là correspond donc au niveau de la Cité internationale au grand congrès annuel mondial hein, d'aéroacoustique entre les Américains et les Européens, le CES étant le sigle européen correspondant en gros à la IA, où on a pu avoir 475 participants venant de 22 pays. Et comme la tradition doit être respectée, bien entendu, tout ceci a été accompagné d'un banquet chez Bocuse, où on reconnaît ici les orgues sympathiques et pénibles donc de notre ami Bocuse, donc traditionnel congrès. Je ne peux pas résister à la citation d'un aphorisme célèbre du Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. C'est un peu notre ADN. Hein. On continue toujours sur les mêmes types d'actions, mais on change tout. Et c'est comme ça qu'on arrive à durer, hein, je crois. Alors justement, pour finir, quelques mots sur convivialité, parce que c'est un maître mot. Geneviève a longtemps eu, pour notre grand plaisir, la bienveillance d'apporter chaque matin vers 10h, 10h30 des madeleines. Vous avez vu qu'elles apparaissent sur une des tasses qui est offerte dans ces journées. Donc c'est quelque chose qui est capital pour nous, qui a toujours été au centre hein, de l'équipe très soudée. On n'est pas des bisounours, il ne faut pas croire, hein, donc, ni en interne ni en externe, mais il y a toujours une notion d'équipe qui est très importante chez nous. Ici, donc, une crêpe partie dans les années 90. La raclette annuelle, bon, la dernière, malheureusement, a été en 2019, on espère en faire une en 2021. Hein, donc, la raclette de Noël, vous voyez qu'on arrive à peu près à voir tout le monde, une trentaine de personnes en général à cette raclette, à la fois des anciens et puis des doctorants nouveaux. Et le barbecue de l'été qu'on a pu faire cette année, donc, avec la reprise en juillet de cette année. Je termine par un petit focus sur quelques personnes qui ne sont pas forcément citées dans les transparents précédents, mais qui sont très importantes en pratique tous les jours. Hein. Les personnels administratifs et techniques, donc au fil des années, Françoise Mopa ici, Evelyne Roche qui est parmi nous, bien sûr Marie-Gabrielle Perriot, organisatrice de cette journée sur le plan pratique, quelqu'un de très discret qui était Jean-Michel Perrin, donc maintenant à la retraite, un technicien très, très apprécié. Edmond Benaros, on l'a vu sur une photo précédemment, mais qui était central dans notamment la relation avec Metraflux, puisqu'il a dirigé Metraflux pendant un certain nombre d'années. Et puis notre ami Pierre, à 2 étapes de sa carrière, en 85 et au tout début de sa retraite. Hein. Et voilà, pour le dernier transparent pour finir, et après j'en aurai terminé, pour 20 années de centre acoustique. Je n'ai pas pu aller plus loin parce que je n'avais pas de photos datant de plus loin que 1999, pardon. Donc devant le centre acoustique et ici devant ou à l'intérieur de quelque chose que Geneviève aime par-dessus tout, c'est le musée Ampère. Hein. Donc 2 journées. Chaque année, on essaie d'organiser une journée du centre acoustique avec les permanents pour faire le point des recherches et les doctorants pour l'aspect convivial. Donc en 2009 ici, en 2019 pour la dernière. Voilà, je vous remercie et on attend la suite. Ça marche là? Oui, voilà. Merci Daniel. Donc, je vais passer le micro maintenant à Mademoiselle Comte-Bello. Je crois qu'elle voulait nous dire quelques mots. Donc voilà, je vous laisse le micro. Vous pouvez rester assise et puis voilà. Oui, écoutez, bonjour à tous là.
c'est sympa d'être venus, d'être très nombreux, parce que évidemment, quand on a commencé le centre acoustique, il faut dire nous étions 2 à l'époque. Donc 2, c'était un immense travail. Il y avait donc, avec moi, il y avait donc Michel Suniac, dont on a parlé, dont on a la famille, je crois ici, je ne sais pas où elle est, mais je voudrais bien qu'elle lève la main, la famille. Pardon, là-bas. Ah ben super. Alors Michel Suniac, c'est quelqu'un qui est arrivé euh, un peu avec moi d'une façon, je dirais, sensationnelle, quoi. Parce que quand je suis arrivée à l'école centrale pour faire de l'acoustique, combien de temps vous me donnez là? 5 minutes? 5 minutes, bon, je vais pouvoir dire. Alors je suis venue ici, il faut que je l'explique parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui me demandent comment je suis arrivée à l'école centrale. Parce que moi, je sors de l'université de Grenoble. Je ne suis pas ingénieur du tout. Donc je trouve que ma grande promotion, ça a été d'être professeur dans une école d'ingénieurs. Donc ça a été formidable. Quoi qu'il en soit, je suis arrivée à l'époque de M. Comparat et il voulait il était tout à fait ouvert à l'acoustique. Alors comment moi j'ai ouvert la spécialité acoustique? À Grenoble, j'ai fait une thèse d'État et ça a duré 5 ans. Enfin, maintenant, quand vous mettez l'habilitation derrière une thèse ordinaire, ça fait bien 6-7 ans. Hein. Bon. Donc 5 ans, c'était pas mal. Donc on avait un deuxième sujet. Moi, le premier, c'était la turbulence dans un grand tunnel à parois parallèles. Bon, et puis le deuxième sujet, qui était au choix du candidat, j'avais pris les fluctuations de pression. Bon, alors, il y avait heureusement un congrès qui se passait à Bruxelles, à l'Institut von Karman. Et là, ben, j'avais demandé au patron à Grenoble, est-ce que je peux rester là-bas 5 jours, 4 jours, je ne sais pas. Et résultat, j'ai rencontré les grands qui faisaient de l'aéro acoustique. Donc, dont Lighthill, Fox William, j'en oublie, mais vous retrouverez dans la littérature. Alors, quoi qu'il en soit, après, alors j'ai fait mon deuxième sujet, puis il a été à moitié rédigé, mais il couvrait pas mal de choses. Et puis je suis partie en Amérique, bon, parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui voulait bien faire des expériences dans une grande installation. Il faut dire qu'à Grenoble, j'avais déjà un très très bon et très grand tunnel. Bon, donc en Amérique, évidemment, j'ai fait des études, là, enfin, il y a eu des publications, mais le directeur du laboratoire, qui s'appelait Stanley Corsin, expliquait à ses élèves qui étaient docteurs ou post-docteurs de Johns Hopkins, disait, mais vous savez, quand vous cherchez un emploi, il faut premièrement un nouveau sujet et deuxièmement, une nouvelle place. Il ne faudrait pas retourner à Grenoble même, bon, parce que il vaut mieux changer. Et alors c'est un peu là où il y avait Jean Mathieu, donc que j'avais connu à Grenoble, qui était déjà à l'école centrale. Il avait des problèmes avec les thésards parce qu'il n'y avait pas ce qu'on appelle maintenant les DEA, donc je l'aidais pas mal. Bon, et puis chaque fois que je venais à l'école centrale, petit à petit, je ne sais pas, il y avait le directeur qui était Monsieur Comparat, Paul Comparat, qui voulait toujours me dire bonjour. Alors petit à petit, je suis venue. Et Paul Comparat avait une idée, quand il demandait un poste au ministère, il demandait un poste de maître assistant avec lui. Donc, j'avais récupéré à Grenoble Jean-Paul Schoen,
je pense qu'il y en a quand même plusieurs qui s'en rappellent, qui est allé prof à Saint-Étienne, qui faisait de l'optique, de l'analyse d'image. Enfin, c'était le début de l'analyse d'image. Bon, mais alors oui, il arrivait. Oh, j'ai dit maître de conf, mais c'est peut-être pas maître de conf, c'était juste assistant, et il devait faire une thèse. Alors, discutant avec Jean Mathieu, donc, que je connaissais déjà depuis au moins 5 ans, hein, attendez, parce qu'il avait fait sa thèse à Grenoble, Jean Mathieu, j'ai oublié de dire. Alors, on s'entraidait beaucoup, parce que lui apportait son côté ingénieur, moi, mon côté de mesureur, mesuriste, je ne sais pas, en physique. Bon, donc, on se connaissait et je venais. Alors, donc, on avait donc Jean-Paul Scholl, qui était extraordinaire parce qu'il m'avait trouvé à Grenoble pour travailler avec moi à Grenoble. Ben, je lui ai dit un jour, moi je pars à Lyon, si vous voulez, ben, vous venez, il y a un poste d'assistant. Et il a dit oui. Mais comme il n'avait pas de thèse, avec Jean Mathieu, j'y reviens, on a dit, ben, on va un peu échanger. Vous allez prendre Michel Suniac, qui vient de finir sa thèse. Ben, il faudrait trouver l'année de la thèse de Michel Suniac. Bon. Et puis moi, je prends Jean-Paul Scholl, et il travaillera sur le grand tunnel où on faisait la dispersion des polluants. Bon, alors il a pu faire sa thèse là-dessus, et puis moi, j'ai pu récupérer Michel Suniac. Donc, Michel Suniac, je veux vraiment dire que ça a été mon collaborateur, je ne sais pas comment dire, à plus de 100%. Parce que quand j'arrivais et que je voulais une manip, ben, j'en sais rien. J'ai revenu 8 jours après, j'avais la manip qui était faite. Bon, donc à l'heure actuelle, je ne sais pas, il faut que j'attende quand même un certain temps. Bon. Et alors, il avait surtout dynamisé, il avait travaillé aussi avec notre généreux, je ne sais pas quoi, et intelligent John Fox-Williams. Et John Fox-Williams arrive un jour au laboratoire et il dit, j'aimerais monter une petite manip sur le contrôle actif. Ben, je lui ai dit oui, oui, bien sûr. Alors, je suis allé chercher Michel Suniac, qui montait la manip en 8 jours. Et là, il a monté la manip en 8 jours. Alors, elle a été pendant longtemps au centre acoustique. Et puis, enfin, elle est gardée, je ne sais pas où. Elle est tout. Oh, bah, pardon. Donc, voilà l'histoire que je voulais raconter.